Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne va pas juste regarder l'architecture, non, on va faire bien plus que ça. On va apprendre à la lire. Parce que vous savez, chaque bâtiment raconte une histoire. Et notre but, c'est de déchiffrer ensemble celle de la mosquée maghrébine, un édifice qui a un langage vraiment riche, vraiment complexe. Alors, comment est-ce qu'on lit un bâtiment? C'est une excellente question, n'est-ce pas? Il faut s'imaginer qu'une œuvre d'architecture, c'est un peu comme un texte. Ça a sa propre grammaire, son vocabulaire, son contexte. La lire, ça veut dire comprendre comment ses formes, ses matériaux et la façon dont l'espace est organisé, eh bien comment tout ça, ça crée du sens. C'est vraiment passer du simple regard à une compréhension en profondeur. Et pour faire cette lecture de manière bien structurée, les professionnels, et bientôt vous, utilisent un outil fondamental, la monographie d'architecture. Pensez-y comme une feuille de route. C'est une approche super méthodique, un exercice qui est d'ailleurs essentiel dans les études d'archi, et qui va nous permettre de décomposer notre sujet pour en saisir vraiment toutes les dimensions. Voilà le programme. On va commencer par le contexte historique, histoire de bien comprendre d'où l'on vient. Ensuite, on va décortiquer l'anatomie de la mosquée pour maîtriser le vocabulaire. Après ça, on analysera la conception, les matériaux, pour voir ce qui fait que ça tient debout, avant de finir sur le grand défi. Qu'est-ce que devient ce patrimoine aujourd'hui? Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour lire un bâtiment, il faut d'abord savoir lire son époque. Et pour les grandes mosquées, qui définissent vraiment le style maghrébin, cette époque-là, c'est celle de la dynastie almohade, une période de changement politique et spirituel assez profond. Cette petite frise nous résume bien leur ascension fulgurante. Après la mort du fondateur, c'est Abd al-Mu'min qui prend la relève. Il conquiert Marrakech en 1147 et hop, fin du pouvoir almoravide. Et ils ne perdent pas de temps pour bâtir. La mosquée de Tinmal dès 1153, c'est déjà un jalon architectural majeur, presque un mémorial pour la dynastie. Et on voit que leur style, il n'est pas figé, il évolue vers quelque chose de plus riche au début du XIIIe siècle. Et ça, c'est le point crucial, l'idéologie qui se cache derrière leur construction. Les Almohades, ils prônent ce qu'on appelle une austérité monumentale. C'est une rupture nette, voulue, avec le style hyper orné de ceux d'avant, les Almoravides. Ce qu'ils cherchent, c'est la pureté des formes, la force des volumes, la clarté. Tout ça pour exprimer leur rigueur doctrinale. Ok, maintenant que le décor est planté, on passe au vocabulaire. Pour tout étudiant en architecture, maîtriser ces termes, c'est la base. Ce sont les mots qui vont permettre de décrire, d'analyser et bien sûr de comparer les bâtiments entre eux. On commence avec le cœur spirituel de la mosquée, le mihrab. Ce n'est pas juste un truc décoratif, loin de là. C'est cet élément qui oriente tout le bâtiment, qui focalise l'attention, la prière de toute la communauté. Son traitement, qui est souvent le plus riche de tout l'édifice, nous dit bien à quel point il est important. Ensuite, un élément qu'on voit de très loin, le minaret. Bon, sa fonction première, évidemment, c'est l'appel à la prière. Mais son rôle va bien au-delà. C'est un symbole urbain, un point de repère vertical qui ancre la mosquée dans le paysage de la ville. Et sa forme, comme cette base carrée typique du style almohade, ça devient une vraie signature architecturale. Et maintenant, un petit détail de style, mais un détail qui a toute son importance, l'arc polylobé. Ce qui est super intéressant avec lui, c'est pas seulement sa beauté. En fait, il est utilisé de manière très stratégique pour créer une hiérarchie visuelle, pour souligner les axes importants, comme la nef centrale qui mène au mihrab. Il structure l'espace autant qu'il le décore. C'est malin. Bon, on a vu les éléments, maintenant passons aux grands principes qui organisent tout ça. Comment est-ce que des idées abstraites comme la force et l'ordre se transforment en une construction bien concrète et surtout qui dure? C'est vraiment la rencontre entre le concept et la matière. L'architecture almohade, elle repose sur des principes de conception limpides. D'abord, la lisibilité. La structure, elle est facile à comprendre, on s'y retrouve. Ensuite, l'harmonie. Tous les éléments sont traités de la même façon. La symétrie, bien sûr, qui organise tout l'espace autour de cet axe central qui mène au mihrab. Et enfin, le rythme, créé par la répétition des colonnes, des arcs, qui donne une unité à l'ensemble et qui guide le regard. Et là, on se pose une question fascinante. C'est bien beau tous ces principes esthétiques, mais est-ce que ça tenait vraiment la route? Est-ce que la qualité de la construction était au rendez-vous? Ou est-ce que cette impression de solidité n'était qu'une façade? Eh bien, la science moderne nous apporte des réponses assez bluffantes. Regardez ce tableau. Ce sont les résultats de tests au scléromètre, une méthode moderne pour mesurer la résistance du béton. Et regardez les chiffres pour la mosquée d'Oran. On a plus de 52 mégapascales pour certains murs, 45 pour le minaret. Alors pour mettre ça en perspective, un béton est considéré de très bonne qualité aujourd'hui à partir de 40 mégapascales. Ils étaient donc bien au-dessus des standards actuels.
Ce graphique, il illustre ça parfaitement. La résistance mesurée va de 30 jusqu'à plus de 59 mégapascales. La qualité générale est jugée excellente. Ça nous prouve une chose. Cette esthétique de l'austérité monumentale, ce n'était pas juste une idée en l'air. Ça reposait sur une maîtrise technique et matérielle qui était juste exceptionnelle. Et c'est ça qui explique pourquoi ces bâtiments sont encore là des siècles plus tard. Et cette durabilité incroyable nous amène directement à une question très actuelle. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Comment est-ce qu'on préserve ces structures tout en les intégrant dans notre monde moderne? C'est un des défis majeurs pour les architectes aujourd'hui. Il faut bien comprendre que l'idée même de patrimoine a énormément changé. Avant, on se focalisait sur le vieux monument en pierre et c'était une affaire d'experts. Aujourd'hui, la définition est beaucoup plus large. Elle inclut l'immatériel, les savoir-faire par exemple, elle s'intéresse à des périodes bien plus récentes et surtout elle implique les communautés locales. Ce n'est plus une affaire qui vient seulement d'en haut. Pour gérer ce patrimoine, il y a des cadres internationaux, comme celui de l'UNESCO, qui proposent un processus en plusieurs étapes. Ça va de l'identification, reconnaître la valeur d'un site, jusqu'à sa revalorisation, c'est-à-dire comment lui redonner une place, un rôle actif dans la société. Et entre les deux, on a toutes les actions de protection légale, de conservation, de réhabilitation. Mais attention, appliquer ces cadres, ce n'est pas si simple. Cette citation, elle est très parlante. Elle pointe du doigt la difficulté d'appliquer des modèles de conservation, qui sont souvent pensés en Europe, à des contextes culturels complètement différents. Ça soulève une vraie question. Comment est-ce qu'on protège un patrimoine local avec des outils qui ne sont pas toujours faits pour lui? Et tout ça, ça nous amène à la question finale, une question qui vous est directement adressée. Les bâtiments qu'on vient d'analyser, c'est le patrimoine d'hier. La vraie question qui se pose maintenant à votre génération, c'est, en vous inspirant de leur force, de leur sens, de leur incroyable longévité, comment est-ce que vous allez concevoir et construire ce qui sera considéré comme le patrimoine de demain?